vais vous proposer une séquence en quatre points. D'abord, grosso modo, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance? Quels sont les obstacles, les difficultés par rapport à cette gouvernance? C'est multiniveau, articulée. On va voir qu'elle est forcément multiniveau, multi-acteur. Deux exemples de façon de faire, dont une héritée de mon travail dans la Corne de l'Afrique, où je suis présent depuis l'âge de 8 ans, sur une séquence de 12 ans à Djibouti. Et puis des propositions. Que propose l'association Territoire Responsable? Alors, la diapo suivante, la gouvernance, j'ai essayé de voir un petit peu ce que, au niveau européen, au niveau de la Banque mondiale et au niveau des Nations Unies, on entendait simplement, schématiquement, par ce mot. Donc, vous avez sur cette diapositive, au niveau de l'Europe, on a quelque chose qui se réfère à des principes d'action, on va dire, avec des éléments comme l'ouverture, la participation, mot qu'on retrouvera fréquemment, responsabilité, efficacité, cohérence. Assurer la participation de la société civile. On va retrouver cet élément-là dans non pas la définition, mais la culture finalement Banque mondiale, avec plutôt là des principes de gestion. On va retrouver cette participation sous l'intitulé contrôle démocratique, mais là on a plus un dispositif normatif, légal, législatif, avec une architecture institutionnelle et puis la notion de gestion efficace. Pour les Nations Unies, on est plus dans les principes, je dirais, humanistes, avec l'incorporation des éléments du développement durable, puisque protection de l'environnement, c'est une condition de survie. Démocratie participative, on la retrouve aussi, entre trois pôles, les Nations Unies, et les États et les groupes éclairés, notez le mot éclairé, et la construction de la paix. La construction de la paix qui est en continuité, qui n'est pas un état acquis, mais qui est en fait une recherche permanente. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, wow, il y a beaucoup de choses. C'est un peu des carpes et des lapins. Donc, diapo suivante. Et finalement, en essayant de résumer, moi, je dirais que la gouvernance, ça serait la recherche du sens, avec raison, dans une cohérence qui construit des liens. Revenons aux racines. Le mot latin et le mot grec, c'est guider, guider le navire. Et souvent, gouvernance, souvent, dans le sens commun, c'est dans le sens de bien gouverner. Notez que c'est un mot d'ancien français qui existait dans notre langue autrefois. Donc j'ai essayé de faire une phrase pour essayer de la définir, mais une phrase courte. Du coup, elle est un petit peu elliptique, mais la gouvernance est une construction sociale qui traite de faits sociaux dans une perspective d'intérêt général. Alors, qu'est-ce que ça percute? Qu'est-ce que ça appelle? Qu'est-ce que ça interpelle? Beaucoup d'éléments, comme l'évaluation d'une politique. Donc là, on retrouve le contrôle démocratique aussi. On retrouve le pilotage. Des processus collectifs formels et informels, comme les réseaux sociaux, mais les réseaux d'entreprises, comme les lobbies, etc. Mode de prise de décision. Comment sont prises les décisions? Comment sont construits sur quels critères on fait des choix? Les modes d'organisation, ça c'est toute l'architecture institutionnelle, et donc ça va questionner la décentralisation notamment, et la réforme des collectivités actuellement en France. Les modes de régulation, le cadre légal, mais les pratiques sociales et les traditions. Mode de fonctionnement avec la répartition des compétences et la question des moyens, j'en parlerai tout à l'heure. La question du rapport public-privé, la gouvernance publique, mais la gouvernance privée, et la question des échelles. Tout ça est concerné et est interpellé par cette notion de gouvernance qu'on a vue tout à l'heure. Alors, quid de l'économie? Je ne résiste pas au plaisir de vous mettre une citation, un extrait d'Edgar Morin à propos de l'économie. Vous avez vu que dans la gouvernance, on avait quelque chose d'assez incluant, d'assez polysémique, avec beaucoup d'éléments. Il se trouve que l'économie n'y est pas. Et si on lit ce qu'écrit Edgar Morin, l'économie, la science sociale mathématiquement la plus avancée, et la science socialement humainement la plus arriérée, grâce à cette abstraite des conditions sociales, historiques, politiques, psychologiques, écologiques, inséparables des activités économiques. On a là une forme d'activité autiste qui n'est pas... Alors, quid de la gouvernance économique et quid de l'économie dans la gouvernance? C'est juste une interrogation. Et les obstacles, finalement, c'est lié même au système d'action. Les systèmes d'action, vous avez fondamentalement, dans le mécano du territoire, dans le mécano d'un système d'acteurs, d'un système d'action à l'échelle
du quartier, d'un groupe humain, d'une école, d'une commune, d'une intercommunalité, de la gestion intégrée de zone côtière, peu importe. Vous avez un espace, des personnes et un territoire. Alors, l'espace, on peut le qualifier. C'est une géographie, c'est un climat, il y a des questions de limites et de frontières là, qui se posent. Il y a des personnes qui, alternativement ou en même temps, sont acteurs, usagers, clients, administrés, électeurs, groupes cibles, bénéficiaires, peu importe. Mais on est tous à la fois ça et en même temps, on peut être chacun dans ses différentes catégories. Et puis le territoire, c'est autant le produit que finalement une construction. Il crée finalement de la dynamique et en même temps, il est le résultat de dynamiques et de processus sociaux, économiques, historiques, culturels, etc. Tout ça doit se mettre en lien. Et la gouvernance, elle va se situer essentiellement là, avec des relations entre tous ces éléments du système d'action. Donc des relations qui sont voulues, qui sont choisies, qui sont construites. Ce sont des processus intentionnels, ce sont des politiques, ce sont des arrangements, ce sont des partenariats, ce sont des projets collectifs. Et puis on les subit aussi quelquefois parce que le territoire ou le local est percuté par le global. On a des migrants, on n'a pas de migrants, on a des mouvements, on a des dynamiques économiques avec voilà. Tout ça fait que ce capital relationnel devrait être bien gouverné ou bien géré par une gouvernance multi. Donc l'enjeu, c'est bien, diapo suivante, c'est bien de gérer les relations entre tous ces facteurs, tous ces éléments. Notez les deux flèches ici, que ce système territorial articulé, maillé, eh bien, il est ouvert sur l'extérieur et puis également il est touché par des dynamiques englobantes, voilà. Donc, système d'action ouvert avec des questions qui se posent et des questions simples. Comment articuler, comment prendre en compte, comment se coordonner, converger, soutenir les bonnes volontés ou agir pour traiter le plus efficacement les racines des problèmes. Alors, allons-y. Je préfère. Alors, je vais prendre un exemple, le tourisme. C'est dans l'association de terre que je représente ici, c'est en quelque sorte notre thématique, c'est le canal historique. On a beaucoup travaillé sur le tourisme dit responsable. Dans le tourisme responsable, vous avez durable, solidaire, équitable, alternatif, humaniste, pour les pauvres. Vous avez beaucoup de ces nouvelles formes de tourisme depuis l'écotourisme depuis 20-25 ans. Donc, voyons un peu ce qui se passe avec un projet de tourisme responsable ou durable. Cette espèce de mosaïque, vous allez comprendre à la diapo suivante pourquoi elle est organisée comme ça. Mais ce sont tous les éléments qu'il faut prendre en compte dans notre projet touristique. Vous avez en haut à droite, vous avez l'économie. La prestation touristique ou le projet touristique est d'abord une activité commerciale de service. On va vendre un circuit, on va vendre un voyage, on va vendre une destination. Cette destination, elle est construite à partir de patrimoine du territoire, elle est construite à partir d'éléments culturels, à partir de ressources naturelles, à partir du climat, le soleil éventuellement. Et puis, évidemment, il y a des entreprises touristiques qui sont concernées, mais aussi, évidemment, dans ce territoire, des collectivités, des habitants. Si possible, un développement local impulsé par le tourisme, c'est toute la question du tourisme solidaire, par exemple. Ça, je pourrais le développer, mais ça n'est pas l'objet. Des entreprises non touristiques, et puis des secteurs de renforcement, ingénierie de projet et augmentation des compétences. J'ai presque tout dit avec deux politiques, équipement, aménagement du territoire, qu'on va trouver ici, et des politiques d'environnement. Eh bien, à un moment donné, dans votre projet touristique territorial, qui n'est pas juste accueillir un visiteur dans un hôtel, lui offrir une prestation d'accueil et de restauration, mais qui est un touriste qui va se nourrir, qui va impulser une filière bio, un élevage, de l'artisanat, des équipements, eh bien, vous devez à un moment donné gérer tout ça. Dans votre projet collectif, vous avez ces acteurs-là, ces domaines-là, à un moment donné de votre projet. Et alors, voilà ce que c'est en fait en réalité. Donc, je m'amuse parce que ça, c'est inutilisable. Mais regardez un peu, c'est monsieur Jean-Dominique Gondran, que je ne connais pas, d'un bureau d'études qui s'appelle Top Conseil, et lui s'est amusé à voir
les sous-entités, les sous-secteurs ou les composantes, et à faire des liens entre tout ça. Voilà une approche systémique. Voilà une grande difficulté de cette gouvernance, c'est que si vous voulez organiser tout ça, vous avez... C'est un travail d'abord d'équipe, c'est un travail de long terme, et puis c'est vraiment difficile. Alors, je ne dis pas qu'il faut rendre ça cohérent. Il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas de... Mais enfin, c'est vraiment une question d'articulation entre tous ces acteurs et tous ces niveaux d'action, et toutes ces logiques. Voilà. Mais voilà, en gros, les problèmes qu'affronte une gouvernance, une bonne gouvernance, ou une gouvernance sensée, qui produit ses effets, on va dire un développement équilibré, humain, etc. Voilà quelques exemples. On les connaît tous. J'ai pris des formules un petit peu imagées. Le saucissonnage, c'est les visions comportementées, sectorielles. On est responsable de son métier, de sa fonction, de son spécialité. On ne veut pas de sa collectivité. Voilà. Donc ça, c'est un grand problème. L'hyperspécialisation à notre époque est un grand problème. On est compétent sur les parties et on ne sait pas voir le tout. C'est encore Edgar Morin, ou Joël de Ronet, ou ce que vous voulez. La speed attitude, c'est aller vite. Les médias, la communication imposent de communiquer rapidement, puis on passe à autre chose. La pensée unique, on peut prendre le PNB, par exemple, avec cette formule. Nous sommes ce que nous mesurons, il est temps de mesurer ce que nous voulons être. Et j'ai fait exprès de vous placer le BNB, le bonheur national brut, pour dire que finalement il y a d'autres réalités et on peut se mesurer d'une autre façon. Prendre des vessies pour des lanternes, ça c'est classique, c'est le greenwashing, c'est la promotion, c'est la publicité, c'est même le mensonge. Le pot de terre versus le pot de fer, c'est le faible contre le fort, c'est le riche et le pauvre, ça on connaît bien ça. La tyrannie du concret, ça je le vis en fait en permanence, puisque Jean-Claude me dit, tu sais, au-delà de 2 pages ou d'une page, personne ne lit. Et moi, ça me fascine. Imaginez que vous mettez en face de problèmes complexes, imbriqués. On voit bien au Japon tout cet effet domino, par exemple. Vous mettez en face un slogan ou quelques phrases sur une page. Comment voulez-vous, avec une expression simpliste ou simplifiée, avoir la prétention de traiter des problèmes complexes? Où est la pensée complexe? La marge de progrès de la bonne gouvernance, ça serait des élus, ou c'est eux, ou c'est pas eux, mais en tout cas qu'on leur lise, qu'on leur digère, qu'on leur fasse un digest éventuellement. Mais il y a quelque chose là, une des racines des problèmes qu'on connaît se situe là. Suivez les procédures. Écoutez, suivez les procédures, c'est la procédure qui devient la règle et qui devient l'objectif. Il n'y a qu'à prendre EasyJet pour venir ici à Paris et vous avez les consignes de sécurité en anglais parce que l'avion est immatriculé en Grande-Bretagne. Mais les consignes de sécurité, logiquement, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Donc vous avez quelque chose qui est important pour notre survie, théoriquement, et qui est dit dans une langue étrangère. Ça, c'est l'absurdité de la procédure devenant finalité, devenant objectif. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé, encore que si on a conscientisé un certain nombre de points de blocage et de nœuds. Alors, je vais vous raconter un peu une expérience, juste pour vous dire, vous êtes dans la Corne de l'Afrique, vous êtes coincé entre la Somalie et l'Éthiopie, et vous avez un petit pays à l'entrée de la mer Rouge qui s'appelle Djibouti. C'est un pays désertique. Le milieu rural à Djibouti est un milieu traditionnel qui se vide, qui est saigné à blanc par la capitale qui est en hypertrophie monstrueuse, puisque Djibouti est devenu le port de l'Éthiopie. Avec la guerre de libération de l'Érythrée, l'Éthiopie n'a plus accès à la mer, et donc Djibouti est devenu le port de l'Éthiopie. Et vous voyez, l'Éthiopie, c'est 2 fois et demi la France, c'est monstrueux. Djibouti est devenu une mégapole qui a aspiré tous les migrants, tous les réfugiés économiques et tous les malheureux de la Corne de l'Afrique, et y compris des territoires ruraux à Djibouti, même dans le pays. Donc on est dans une situation de crise. Mais le cœur de la vie rurale, c'est l'élevage de chèvres notamment. Historiquement, vous avez des gens mobiles, vous avez des gens migrants, des transhumants en fonction des saisons et des pâturages. Ça, c'est fini. Ce sont donc des éleveurs qui ont leur élevage devenu sédentaire.
Mais la transhumance était liée au climat, aux contraintes climatiques. Il y avait de l'eau à un endroit, on allait au pâturage. Il n'y a plus d'eau, on quitte. Tout ça permettait de répartir la pression de pâturage sur un territoire vaste. Maintenant, à cause des centres de santé, à cause des écoles et à cause des puits financés par l'Union européenne, entre autres, eh bien, vous avez des gens qui se sont fixés et une culture de village et des villages en fait qui apparaissent. Mais le cœur traditionnel, l'âme, et là, c'est le troupeau. C'est un troupeau qui doit être libre. Mais ce troupeau libre, il va rester fixe à un endroit. Du coup, il va accroître, il va maintenir une pression de pâturage considérable. Donc, ça va contribuer à désertifier, à appauvrir complètement le milieu. De plus, ce sont des animaux malades qui ne rapportent pas, où il n'y a pas ils ne sont pas vendus, c'est juste un élevage soit de notoriété, soit de notabilité, soit pour la consommation, mais elle est marginale. Bref, on le garde sans raison autre qu'on l'a toujours fait. Et en même temps, c'est la cause du malheur donc des gens, puisque par ce mode d'élevage-là, les derniers pâturages s'appauvrissent complètement. En plus, vous avez des aridifications, des périodes d'aridité et d'absence de pluie qui fait que les réserves en eau dans les oueds diminuent. Comment faire prendre conscience aux personnes que leur propre culture, le mode d'élevage traditionnel, mais qui n'est plus traditionnel puisqu'il n'est plus mobile, est cause d'un grand malheur pour tout le monde? Eh bien ça, on a travaillé avec un partenaire qui est une association, Eva, elle s'appelle, et au fil des années, en ayant beaucoup de proximité, en expliquant, en ayant des actions sociales, etc., il y a une crédibilité en fait qui s'est créée par rapport à cette association, ce qui a permis d'avoir des réunions de diagnostic partagé. Nous sommes en crise, bon, c'est la fatalité, c'est le destin. Nous avons des gens qui subissent. Mais en même temps, en discutant, en relançant, en posant des questions, en ayant certaines réponses, on s'aperçoit qu'il y a une connaissance fine du fait que sans végétation, l'eau ruisselle, l'eau des pluies ruisselle vite, passe dans les oueds et s'enfuit. Il n'y a pas de recharge, il n'y a pas d'obstacle naturel. La végétation ne fait plus son rôle d'obstacle au ruissellement de l'eau sur les pentes et dans les bas-fonds. Et la cause, c'est venu des discussions avec les gens l'ont dit, eh bien c'est parce qu'on a trop de chèvres et les chèvres elles sont plus mobiles. Donc on était à un moment donné où le diagnostic partagé a conduit à remettre en question l'âme de ces populations, leur cœur. Du coup, c'est la deuxième diapositive. On a un projet intégré avec un volet qui concerne les ressources en eau, qui consiste tout simplement à faire des ralentisseurs et des micro-barrages, soit de surface, soit souterrains, pour capter en partie les eaux de ruissellement des précipitations à venir. Avec ça, on peut faire des surfaces fourragères, donner du pâturage aux troupeaux, faire de l'élevage intensif, c'est-à-dire non plus divagant, mais faire des fermes, réduire le nombre de têtes, enclencher un processus de commercialisation. Il y a une demande dans les villes secondaires, dans la ville principale. Bref, dans une affaire comme ça, qui a été construite avec les populations, dans une logique dite bottom-up, remontante, on a véritablement un dispositif absolument complet et qui est en train de monter en puissance extrêmement fort à Djibouti, puisque c'est monté jusqu'à la présidence. Et quand j'ai expliqué ça au Premier ministre il y a quelques semaines, il m'a dit vous expliquez ça exactement, parce que j'ai fait un schéma comme le président. Alors c'est bien. Donc on a visé juste. Donc on est content, on a bien travaillé, on a quelque chose qui est, alors peut-être pas multi-acteur, là vous le sentez pas encore, on va le voir après, mais qui est multidimensionnel en tout cas. Alors on continue. Vous avez donc une approche territoriale faite, encore une fois, pas parachutée, c'est pas un Européen, c'est venu des discussions qu'on a animées sur le terrain. Donc vous avez résumé en haut ce que c'est que PICODE. PICODE, c'est Programme Intérêt de Conservation pour le Développement, peu importe, c'est l'acronyme qu'on a donné à ce programme. Et vous avez une série de thèmes, d'axes. Et nous sommes à la délégation de l'Union européenne. Ah, on touche l'Europe, là, tiens. On touche l'Europe et puis on leur explique en disant voilà ce qu'on souhaite faire. Réponse, non, vous avez trop de sous-secteurs, on ne peut pas financer. Je dis pardon, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas de moyens financiers
pour soutenir un programme de gestion intégrée, alors que l'approche territoriale du développement, c'est un thème que vous traitez à Bruxelles et que nous-mêmes, nous allons traiter le 29 mars lors des secondes assises de la coopération européenne décentralisée. Si, il y a une ligne, c'est la ligne acteur non étatique. Ça, c'est pratique. Un acteur, il peut faire beaucoup de choses. Donc, si on soutient l'acteur, on peut soutenir du maraîchage, de l'eau, un circuit économique, enfin, peu importe. Et puis, résultat, qu'est-ce qu'ils vont faire à Djibouti? Ils vont la thématiser. C'est-à-dire que cette ligne non thématique qui serait adaptée à notre question, elle va être thématisée. Ça, c'est vraiment pour nous un déclencheur. C'est-à-dire, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas supporter parce que quand je disais suivez les procédures, on est bien dans la procédure. Ah, on n'a pas l'outil financier. Alors, on a travaillé avec les gens pendant des années et on attend que les institutions se mettent en ordre de bataille et soutiennent, alors que dans la réflexion théorique et dans les écrits, on dit mais c'est ça qu'il faut faire, il faut une approche systémique, il faut une approche intégrée, il faut une approche remontante, il faut un diagnostic partagé. Et alors, on va où? Il n'y a pas les... Non, il y a un dysfonctionnement majeur là. Ils sont tellement embêtés d'ailleurs qu'ils réfléchissent parce qu'on a fait des suggestions et je vais vous les présenter juste. Donc ça, c'est un des outils, une des façons de faire, disons, la gestion intégrée des territoires. Deuxième exemple. Oula, ça c'est une diapositive chargée, mais je tenais à vous le présenter parce que moi ça m'a frappé quand on nous l'a présenté, le label Éloge. C'est un autre, c'est pas de la gestion intégrée tout à fait, encore que. Le label européen d'excellence en matière de gouvernance. Vous avez 12 principes. Si vous les lisez, élection, réactivité, efficacité, efficience, ouverture, transparence, on a déjà vu ça, état de droit, comportement éthique, compétences, capacités, etc. Vous avez quelque chose qui est très luxueux, très fin, très élaboré dans le comment faire. Mais tout ce que j'ai raconté n'y est pas. Ce co-diagnostic, cette analyse partagée, ça n'y est pas. Regardez le 8 et le 9. L'innovation et l'ouverture d'esprit face au changement. Moi, je prie pour que la Commission européenne soit en capacité d'accepter l'innovation et de créer un nouvel outil financier. Donc, on a un article qui nous convient bien. Durabilité et orientation à long terme, c'est écrit en petit, mais je vais quand même vous le lire. Les besoins des générations à venir. L'avenir de la communauté locale est envisagé à long terme, selon une large perspective. Cette conception s'accompagne d'une conscience des besoins qu'entraîne un tel développement. Cette perspective se fonde sur une compréhension des complexités historiques, culturelles et sociales. Tiens, on retrouve quelque chose qui se rapproche à ce qu'on vient d'évoquer. Quid de l'économie? Je signale juste, entre parenthèses, qu'il n'y a pas une seule fois le mot économie là-dedans. Alors, on progresse. Le label Éloge au Mali, il existe. Enfin, il n'existe pas. En 2008, on questionne 2 chefs de village au Mali. Et on leur demande qu'est-ce que c'est qu'un bon chef de village. Vous voyez les réponses. Ça ressemble bigrement, c'est la même chose, c'est la même chose, mais lié à la culture et au contexte malien. Voilà ce que c'est qu'un bon chef de village. Donc ce label Éloge, finalement, on peut le traduire dans toutes les sociétés, il peut qualifier une bonne gouvernance. Alors, est-ce que ça suffit? Certainement pas. Donc, du coup, certainement pas, ce sont des éléments importants. Nous avons fait une série de propositions, et c'est ce que je vais vous exposer en quelques minutes, une fois qu'on a fait le constat précédent. Donc nous proposons finalement un programme en quatre points, qui est lié finalement à toute cette expérience et toute cette analyse à la fois théorique mais en même temps pratique, comme Jean-Claude l'a dit, que ce soit à l'international, que ce soit en France, qui est de lancer une expérimentation valorisé par un prix territoire responsable. Alors vous avez quatre axes qui se soutiennent les uns les autres. Il est question de soutenir une fonction collective pérenne d'animation du territoire. Je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Le mot-clé, c'est animation. Soutenir une fonction pérenne de création d'activités dans les territoires. Le mot-clé, c'est création d'activités. Créer un mécanisme de rassemblement des fonds soutenant ces 2 fonctions. Rappelez-vous l'épisode de la Commission européenne qui était incapable de financer ça, et puis rendre attractif le tout, un peu la cerise sur le gâteau, avec de la lumière, pour encourager à faire tout ça, un prix territoire responsable. Alors comment ça peut s'organiser? On voit presque rien. Donc ça, vous avez animé le territoire, c'est finalement tout le processus de co-construction à partir du terrain, la légitimité politique
de l'approche participative, il faut que ça soit validé, il faut que ça soit conduit par une autorité. Vous avez un mécanisme d'ingénierie ici qui doit appuyer pour concrétiser ce processus démocratique, pour créer de l'activité. Pour rendre possible ces deux fonctions, il faut des fonds, il faut du financement, il faut de l'argent notamment et des ressources humaines. Et pour encourager tout ça, lancer un prix qui va permettre de réaliser ça ou d'appuyer ça et ça. Alors dans le détail, il manque, ce sera les 4 dernières diapositives. Animer le territoire, c'est quelque chose qui relève du niveau politique et d'une stratégie, et c'est très lié à la démocratie dite participative ou implicative. Qui va piloter ça ? Bien sûr, les autorités, l'autorité légitime, ça peut être une autorité traditionnelle, pourquoi pas, dans certains pays, avec une séquence assez classique finalement d'analyse, de construction du projet collectif. Analyser, diagnostiquer, se définir des scénarios d'avenir possibles, c'est la prospective. Ça, il y a de l'ingénierie, on sait faire. Élaborer un plan d'action, le réaliser. Évaluer, on a parlé tout à l'heure d'évaluation, de transparence. Évaluer notamment les aspects qualitatifs et l'immatériel. Si on parle de processus, ce n'est pas juste faire des routes et monter une maison. Et diffuser largement en interne et en externe. Ça, c'est une fonction finalement d'animation que les pays connaissent bien, puisqu'en fait, si je regarde donc Stéphane, c'est quelque chose qui s'est fait finalement dans les pays. Le deuxième, c'est créer des activités. Il ne suffit pas d'avoir... nous, on a fatigué les gens, en quelque sorte, donc, comme on dit. On a fait des réunions, les gens sont venus à Djibouti. Sur les 13 notables du territoire, il y en a 12 qui étaient présents et 1 qui était représenté. Imaginez, si vous n'êtes pas capable de concrétiser et de suivre après, on a fait un exercice un petit peu, mais c'est quoi la suite ? On fait quoi ? Donc il s'agit d'appuyer les acteurs, il ne s'agit pas de faire à leur place. Dans ce processus de diagnostic partagé et de construction, vous révélez des ressources dormantes. Il y a des gens qui sont dans les réunions, on connaît bien ça chez nous quand même, des réunions de co-construction où les gens participent. Alors après, il y a des oppositions, il faut faire de la médiation, mais bref. Tout ça, ça fait vraiment une belle dynamique. Et c'est ça qu'il faut appuyer. C'est cette ingénierie qui fait émerger, qui va conseiller, qui va mettre en relation, qui va appuyer, qui va ancrer, etc. Donc c'est quelque chose qui moi, est structurellement lié à l'exercice précédent, qui est plutôt de l'ordre du politique. L'avant-dernière diapositive, financer quoi ? Une fois que le plan d'action est fait ou qu'on cherche à soutenir un peu la démarche, choisir là où il y a le plus d'effets d'amplification, d'effets des multiplicateurs. Alors, ça veut dire que le fonds qui va financer ça n'est pas dédié, il n'est pas thématique, comme j'ai dit tout à l'heure. On ne sait pas a priori. À Djibouti, c'est très simple. Si vous voulez dupliquer la gestion intégrée du territoire que j'ai décrit tout à l'heure, c'est très simple. C'est l'eau qui est absolument prioritaire, c'est augmenter les réserves d'eau. Ça, c'est facile. Dans d'autres lieux, ça peut être la formation, ça peut se passer à l'école. C'est tout petit que ça commence, la culture de la coopération, du faire ensemble. Et ça se débat. Ces priorités pour que le fonds, finalement, appuie, valorise une démarche, ça doit se faire ensemble. Tout n'est pas de la même importance, tout n'a pas la même portée. Et pour couronner le tout, le prix pourrait très bien finalement être la façon de communiquer sur ces deux fonctions à appuyer, avec la création d'un mécanisme financier dédié. Alors comment ? Je vais aller vite parce que ça c'est vraiment en discussion entre nous. On avait une réunion tout à l'heure, voilà. Mais le prix va évidemment reposer sur une évaluation. Alors on appelait ça un parcours apprenant. Alors on a théorisé là-dessus. On a de la méthode, elle est décrite là. Peu importe, ça sera une partie de ça. Peu importe. S'adosser à aussi un référentiel. On ne décerne pas un prix, un prix qui est une composante mixte de ressources humaines et de ressources financières. On ne peut pas faire ça comme ça au hasard. Donc le co-diagnostic sur le terrain et la co-évaluation sur le terrain. Co-évaluation. Mais également un référentiel
international qui est en train d'être travaillé à partir du haut, c'est-à-dire de textes internationaux qui sont pertinents pour le développement territorial, entre guillemets, responsable. Alors parmi ces textes, vous avez le dialogue des territoires du Forum local global, vous avez la charte des habitants, vous avez la marque de qualité territoriale européenne, vous avez le label Éloge, vous avez la convention sur la sauvegarde du patrimoine immatériel. Bref, 10, 12, 15 textes. Et quand on sait lire, quand on enlève le haut, quand on enlève le bas, et les considérants et ce que doivent faire en fait les parties, on a des principes d'action, on a des orientations d'action, on a des critères qu'on peut illustrer. Ça peut être un corpus théorique. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire, bonne gouvernance, responsable? Tout ça, c'est un petit peu mêlé. Deuxième niveau sur lequel on travaille, une enquête internationale ciblée sur à peu près 1500 contacts internationaux auprès des praticiens, auprès des acteurs, auprès des réseaux, auprès des associations, des collectivités. Qu'est-ce que c'est pour eux l'approche territoriale et quelle est sa valeur ajoutée? Donc en mixant le haut, la théorie, en mixant la pratique et en incluant ce qui est écrit ici, les unitaires, les universités internationales des territoires responsables, dont la première aura lieu à Foix les 25, 26 et 27 mai, eh bien on aura quelque chose d'assez complet, on saura un petit peu où on va. Donc tout ça est encore en construction, ça peut vous paraître à la fois ambitieux, un petit peu touffu, ça l'est, définitivement. On est dans un processus. Toutes ces choses-là que je vous ai racontées sont engagées. Donc maintenant, on va voir si on a les reins assez solides pour consolider des partenariats et engager cette expérimentation du prix qui est encore une fois juste un élément de lumière, un élément attractif. Mais tout l'amont, je vous l'ai raconté, hein, c'est vraiment dans le territoire, c'est vraiment un effort pour valoriser les résultats, les voies de progrès. Donc c'est ce qui est en train d'être porté à la Commission européenne et au niveau du Comité des régions. Tout ça est en débat. Le 29 mars à Bruxelles, nous allons parler de ça également, lors de ces assises dont je vous ai parlé, les secondes assises européennes de la coopération décentralisée. En mai, les 25, 26 et 27 mai à Foix. Et puis par la suite, voilà, en 2 mots. Je vous remercie de votre attention.